Bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on va faire le tour de notre récente acquisition Tesla Model 3 propulsion de base avec la batterie LFP. Ça faisait longtemps que vous le demandiez, vous l'aviez vu dans quelques vidéos, mais maintenant, aujourd'hui, on fait le tour pour de vrai. Allons-y. J'interromps votre visionnement pour adresser un point super important. Depuis le 1er octobre 2024, le gouvernement canadien a imposé un tarif douanier de 100 % sur les véhicules électriques assemblés en Chine arrivant au Canada. Donc, la voiture en question dans la vidéo que vous êtes tout juste après regarder, fait partie de ces modèles-là qui ont maintenant un tarif douanier imposé. Donc, essentiellement, Tesla a arrêté de vendre ce modèle-là qui était le modèle de base le moins cher. Maintenant, a été remplacé par un modèle longue autonomie propulsion, un peu plus cher avec beaucoup plus d'autonomie, genre 584 km. Mais bon, ça ne change rien, ils sont tous pareils quand même s'ils sont assemblés aux États-Unis au lieu d'être faits en Chine. Sauf que ce modèle-là, malheureusement, n'est plus en vente au Canada, probablement pour très longtemps. Donc, c'est malheureux. Mais c'est ça ne vous empêche pas de continuer à regarder la vidéo, ça ne vous empêche pas de revoir la petite histoire. Et aussi, ce que ça veut dire, c'est que le directeur de programme de Plus de Millage a fait un méchant bon deal parce que maintenant, la Model 3 est genre 6 000, 5 000 plus cher. Donc, excellent deal qu'il a fait. Donc, sur ce, on retourne au programme principal. Commençons par les spécifications. Comme je vous disais, c'est la version propulsion. Donc, un simple moteur à l'arrière, batterie lithium fer phosphate, disons 57,5 kWh, autonomie EPA, 438 km. Donc ça, c'est les spécifications. Vous remarquerez que l'année modèle 2023, 2022, 2021, eux aussi avaient les mêmes spécifications, mais c'était une refonte différente. Parce que là, en 2024, la Tesla Model 3 a été restylée. Il y a eu des changements plus côté aérodynamique, les pneus et le logiciel pour aller chercher plus d'efficacité, mais le reste de la coquille, c'est la même, assemblée sur la même ligne d'assemblage en Chine ou en Californie. Cette voiture-là a été assemblée en Chine en mars 2024, mais j'ai pris livraison le 30 juin à Montréal. Puis là, dans le fond, j'ai à peu près 4600 à 5000 km de parcours avec le véhicule. Donc là, j'ai une bonne idée. Puis c'est pour ça que ça a pris un peu de temps avant de vous en parler, parce que, évidemment, quand on fait un essai, il faut l'essayer pour de vrai. Et la seule option que j'ai prise avec ce véhicule-là, c'est la couleur bleue. Il n'y a rien d'autre. Puis vous remarquerez aussi que c'est super important, cette voiture-là n'a aucune protection film, on appelle du PPF 0. Puis au véhicule, il n'y a rien de prévu, pas d'anti-rouille, pas de traitement, rien. La seule chose que je vais m'autoriser à faire, c'est peut-être un traitement céramique pour le lustre puis la facilité de lavage. Puis la raison pourquoi que je fais ça aussi, c'est que le but ici de la Model 3 dans la flotte de Plus de Millage, c'est qu'on voit la dégradation naturelle du véhicule. Tesla se vante, on a augmenté la qualité du véhicule, on a amélioré nos techniques de construction. Ils n'ont pas fait mention de la peinture. Si on a augmenté la qualité du véhicule, la seule façon de le tester, c'est de ne pas le protéger. C'est de le laisser tel que Tesla l'a designé. Puis évidemment, l'entretien, puis les précautions, puis le nettoyage, on va suivre à la lettre le manuel du fabricant. Mais le but ici, c'est de voir au fil des années la voiture se dégrader naturellement. Il n'y aura pas de cachette. Puis si elle rouille puis elle perce, puis elle perte totale, elle rouillera puis elle percera puis elle sera perte totale. Le véhicule est équipé de la conduite entièrement autonome. On est sur la version la plus récente, même avec la fonction spéciale, je vais le dire en anglais, le Actually Smart Summon, qui permet que le véhicule, de façon autonome, sans conducteur, puisse se déplacer dans les stationnements, essentiellement. On pourrait donner un exemple, au bout du stationnement d'une épicerie, vous êtes à l'entrée de l'épicerie, vous appuyez sur un bouton et le véhicule va se réveiller et venir vers vous. Je l'ai essayé, puis on va l'essayer aujourd'hui. C'est un peu capoté, mais oui, ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de l'efficacité, on va parler de la qualité, évidemment, je l'ai dit. On va parler du comportement routier. On va aussi aller faire un test de la conduite entièrement autonome avec ce véhicule-là. On commence par l'extérieur. À l'avant, il y a une grosse partie du redesign qui s'est passé là. On a un nez plus bas. On a amélioré le coefficient d'aérodynamique. Là, on est à 0,219 avec ce véhicule-là. Nouveau phare. Il n'y a plus de phare anti-brouillard, ce véhicule-là, donc c'est vraiment encore plus épuré ici. Mais ça paraît, quand je vais vous parler de l'efficacité, vous allez voir, réellement efficace, ce nouveau modèle. Donc, il y a un plus à ce redesign. L'autre élément de redesign super important, ce que Tesla est allé faire sur le modèle de base, on est allé changer les pneus. Pour les véhicules qui viennent de l'Asie, on est sur un Hankook Ventus S1 AS. Dans le 18 pouces, une belle petite grandeur intéressante, des pneus. Une grandeur pas trop chère à remplacer.
mais ces pneus-là sont réellement beaucoup plus efficaces là, que les pneus là, des anciens modèles, mais beaucoup moins agressifs là, au détriment de la sensation là, de plaisir dans le volant. Là, je trouve que la direction est un petit peu plus floue, là, contrairement aux anciennes années, mais l'efficacité, c'est fou. Puis là, à l'arrière, qu'est-ce qu'on voit? C'est un redesign. Les phares, un nouveau design qui nous fait penser un peu à la Model S. Là, puis le pare-choc arrière a été redesigné là, pour évidemment, encore une fois, l'effet aérodynamique. Évidemment, comme n'importe quel Tesla qui se respecte, on a un coffre avant. Qu'est-ce que je mets dans le coffre avant? C'est un bac de recyclage là, avec un compresseur à air, un sac là, flexible d'outils, triangle de sécurité, veste de sécurité, puis aussi là, des microfibres pour laver le véhicule. Évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais l'accessoire le plus important que j'ai acheté avec ce véhicule-là, évidemment, adaptateur ENA CS vers CCS1 pour avoir accès à tout le réseau de bornes de recharge publique du Québec. T'sais. Le réseau superchargeur est excellent, disponible beaucoup de bornes, mais il ne se rend pas partout. Donc, se promener au Québec, moi, je trouve que c'est primordial. Ça, puis sinon, là, vous voyez, là, j'ai mes petites tablettes là, Jowa ici, mais peu importe. Coffre à l'avant, ça n'a pas changé. Ils ont placé maintenant le liquide lave-glace ici, là, super facile à verser. Il contient exactement 3,78 litres. Fait que quand il est vide, c'est là que vous le remplissez. Sinon, vous allez vous ramasser avec votre bidon, il va toujours avoir un reste, ça me rend fou. Mais bon, on referme. Super important, capot en aluminium très très mince. Il faut faire très attention lorsqu'on referme le capot. Place arrière, ça n'a pas vraiment changé. Puis là, il y a comme un débat sur... Tesla dit qu'il y a plus d'espace, mais en réalité, ils ont peut-être redesigné là, le siège, le dossier, tout ça pour me faire plus d'espace. Mais en réalité, il n'y a pas plus d'espace qu'avant. C'est la même chose. Mettons que je m'assois dans le véhicule. Voyez-vous, hein? 173 cm. Je peux mettre mes pieds sous le siège, mais c'est pas extra. Par contre, maintenant, on a un écran à l'arrière là, pour contrôler les diverses fonctions. Ce que j'aime, c'est qu'on peut faire avancer... J'appelle ça la fonction taxi. Là. On peut faire avancer le siège passager comme ça pour faire plus de place. Puis là, vous avez accès aussi au contrôle de siège chauffant. Vous avez YouTube, tout ça, la musique. Vous avez aussi vos contrôles de ventilation. Là, on peut l'activer comme ça. Puis là, on bouge. Là. Mais bon, ça, c'est un peu tape à l'œil. Mais ça vient avec toutes les Model 3 quand même. Fait qu'au moins, regardez, à l'arrière, on a tout ce qu'on a de besoin là, pour fonctionner. On va mettre ça à l'arrêt. Moi, habituellement, j'ai des pare-soleil ici, là, mais quand il faut que j'utilise une caméra dans le véhicule avec des ventouses, je l'enlève, mais j'ai pare-soleil complet là, que j'ai acheté là, sur le site d'accessoires Tesla. C'est beaucoup moins chaud dans l'habitacle, puis je suis sûr que dans tout l'été, j'ai sauvé des kilowattheures de climatisation comme ça. Fait que je vous recommande parce que ça reste très, très chaud quand même, le toit dans ces véhicules-là. J'ai pris place à l'intérieur du véhicule, puis là, je vais vous le montrer un peu plus rapidement à l'intérieur. Donc, l'intérieur est tout nouveau. Là, on a un nouveau volant et évidemment clignotants qui ont été relocalisés sur le volant. Je vous dirais que ça, c'est pas un des éléments du redesign qui me stresse beaucoup. Il fonctionne bien dans le cas de la Model 3. Là. Je l'ai essayé sur d'autres modèles Tesla, spécialement la Model S, je l'aime moins. L'appel de phare, la roulette là, multifonction. Un bouton que j'aime beaucoup, c'est pour l'appel de caméra ici. Peu importe la vitesse que vous roulez, peu importe la situation, vous pouvez appeler les caméras du véhicule, ça c'est très bien. Contrôle du régulateur de vitesse, le bouton des essuie-glaces, et puis évidemment il y a toujours un menu qui sort. Et on appuie longtemps pour le liquide lave-glace. Donc ça c'est bien, puis vous avez la reconnaissance vocale que j'utilise jamais pour sortir du véhicule, comme une Corvette ou comme une Tesla. Bouton. Après ça c'est assez traditionnel, vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y a du... l'éclairage ambiant à l'intérieur de ce véhicule-là, j'aime bien. Puis là, il y a une petite chose qui me gosse, là, tout petite, là, c'est visuellement, quand on regarde, là, la porte conducteur semble bien ajustée avec l'éclairage ambiant. Puis là, quand on change l'angle, pas sûr, mais lorsqu'on va du côté passager, ça a bien du bon sens du côté passager. Puis on dirait, je les ai toutes vues, les Tesla, ils ont toutes ce défaut-là ici. Et pourtant, la porte, là, écoutez, regardez, c'est ça, hein? C'est ça, c'est pas parfait. Je vous le dis, ce n'est pas parfait. Mais le reste de la qualité de l'intérieur, pour de vrai, je suis surpris. J'avais pas beaucoup d'attentes, là, puis tous les matériaux qu'on touche, c'est excellent. Puis honnêtement, aucune sonnette lorsqu'on roule avec le véhicule. Je vous le dis, là, il y a réellement, c'est factuellement, il y a une augmentation de la qualité d'assemblage du véhicule. C'est factuel. Pour ce qui est de l'écran, j'ai un protecteur d'écran là-dessus que vous avez peut-être vu dans mon vidéo de Jowa. Donc là, sur une caméra, c'est pas la meilleure représentation visuelle. Là, ça, c'est la nouvelle interface là, qui vient avec
le nouveau modèle 3 2024. Puis là, vous avez mes statistiques ici, là. Mon odomètre, 4521 km. Là, regardez, j'ai un trip là, qui est à vie ici. Ça, c'est uniquement de l'énergie en roulant. C'est super important de le mentionner. C'est uniquement de l'énergie en roulant. L'énergie, lorsque le véhicule est arrêté, n'est pas comptabilisée ici. Mais lorsque le véhicule roule, sa consommation est de 149 Wh par kilomètre en moyenne, donc 14,9. C'est un peu en haut de l'EPA NRCan. Mais lorsque je fais là, des voyages puis que je roule, là, on voit là, honnêtement, là, ma consommation d'autoroute, c'est pas mal 137 l'été. Donc, comme je vous dis, 13,7, assez efficace. Je prépare plein de vidéos d'autonomie, défi 500 km avec ce véhicule-là. On va passer là, toute la batterie de test. Puis je vous dirais que l'autonomie de 438 km se fait. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que les Tesla, ça se faisait pas avant, mais là, on dirait qu'ils se sont ravisés. Ensuite, là, je vais passer en revue là, rapidement les choses parce que c'est toutes des affaires de modèle 3 là, que tout le monde a vu. Là, 2 chargeurs sans fil ici, les rangements. Là, dans le fond, j'ai des petites choses ici, de la monnaie, j'ai mes choses, mais ça se passe bien. Porte-verre, le mouvement est bien. Ça, c'est quelque chose qu'on s'est fait donner par Jowa. C'est un concentrateur USB. Si vous n'avez pas ça, bien en réalité, si vous ne l'avez pas, de quoi ça a l'air, tant qu'on tire ça là, ça ferme comme ça. On s'entend? On le replace comme ça ici. La question, est-ce que j'ai ajouté des choses dans le véhicule? J'ai ajouté 2 choses. J'ai ajouté 2 boutons invisibles ici. Oui, je le sais, j'aurais pas dû. Coffre à gants. Je voulais avoir un bouton coffre à gants au lieu d'avoir un stupide coffre à gants ici. J'ai mis un NIP, mais peu importe. Puis l'autre bouton démarre le préconditionnement de la batterie manuellement lorsque je navigue vers une borne du circuit électrique, là, vu que c'est pas automatique dans le système de navigation. C'est aussi simple que ça, puis il y a un double tap, là, ça change mon niveau de freinage génératif. Dans une autre vidéo, j'expliquerai comment que je fais ça, mais essentiellement, il faut acheter un accessoire qui se branche dans du câblage là, dans la porte ici, puis ça se connecte là, au réseau CAN bus du véhicule, puis on peut modifier plein de choses, peu importe. Autre chose, ça c'est la chose que j'aime le moins dans l'intérieur, c'est le redesign du levier de vitesse qui est maintenant dans l'écran comme une Model S, tu sais. Marche arrière, marche avant. Sinon, lorsqu'on attache notre ceinture, il y a une autre façon. Si on attache notre ceinture, on appuie sur le frein, le véhicule se souvient de la dernière position du levier de vitesse. Donc, c'est bien, là, je l'utilise souvent, mais je veux dire, c'est pas comme un levier. Là. Honnêtement, avoir fait un compromis chez Tesla, j'aurais gardé le levier de vitesse ici et j'aurais enlevé le clignotant. Mais bon, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Sinon, on reste dans l'interface, hein, c'est le système de navigation Tesla, qui est en réalité une couche de carte là, Google Maps. Puis évidemment, c'est dans la vidéo que la connexion Internet est lente. C'est toujours connecté à Internet, ce système de navigation-là, mais c'est à vie avec le véhicule. Ça, au moins, il y a ça. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous avez une Tesla, vous allez toujours avoir la navigation de base avec le véhicule. Ce qui est en option, c'est un abonnement là, de 14 $ par mois pour avoir la circulation, des données là, pour pouvoir stream, tout ça. Mais en réalité, si vous avez un téléphone Bluetooth, vous pouvez écouter votre musique. Il n'y a pas de restriction ici. Là. Il y a moyen de payer le prix de la Tesla et ne plus avoir besoin de payer des abonnements après et d'avoir quand même la navigation, le préconditionnement, tout ça. C'est bien important de le mentionner. Mais tu sais, je n'irai pas en détail dans le système ici parce qu'en réalité, vous comprendrez que c'est tout pareil. Puis mon vidéo du Tesla Model Y de l'hiver passé, c'est encore d'actualité ici. Là, on va faire une petite tournée qualité d'assemblage, juste pour vous montrer qu'est-ce que moi j'ai remarqué. Partout où on a des caoutchoucs, c'est bien fixé. Il y en a beaucoup moins là, qui, dans les anciennes Model 3, c'était mal fixé. C'est bien. Sinon, est-ce qu'on a des trous pour vider la porte de son liquide s'il y a de l'eau? Oui. Ça ici, ça a été ajouté. Là, dans le fond, c'est comme une sorte de montant supplémentaire là, qui va se voir ici. On voit souvent ça dans les véhicules européens. C'est pour améliorer la performance là, de crash latéral. Là. Donc, le véhicule a 5 étoiles, mais c'est pour l'améliorer encore plus. Toutes les garnitures de porte sont en plastique moussé, cuir vegan, tissu et ou feutre, donc l'entièreté de la porte. Là. Puis comme vous voyez, là, je vous dis, je m'approche. J'aime beaucoup le tissu. Ça, c'est juste dans la version de base. Si vous avez une version longue autonomie, ça va être une cuirette, là, le cuir vegan. Mais je vous le dis, pour vrai, là, regardez. Il n'y a pas de craquement. Il n'y en a pas. C'est bien. Toutes les vitres sur le véhicule sont doubles.
Donc aussi, d'un point de vue d'insonorisation, c'est très bien. J'ai vraiment été impressionné par l'insonorisation. Encore une fois, je ne m'y attendais pas. Donc un plus. Je vous disais, siège cuir vegan. Chose super importante, extrêmement salissant. Je vous dis, ces sièges-là, c'est toujours sale. Traînez-vous un microfibre. Puis avec le microfibre, faites juste frotter. Là. Puis en réalité, là, c'est qu'il est super sensible au corps gras, le sébum de la peau. C'est horrible, regardez là. Ça, c'est peut-être moi qui sais à côté, là, il faut frotter. C'est horrible, horrible. Mais sinon, c'est bien. Puis évidemment, on peut là, baisser le dossier. Là, le siège trop reculé, mais bon, ça baisse à plat, peu importe. Ça, c'est qualité à l'arrière. Clic. La porte à l'avant, la même histoire. Petit réflecteur ici, mais pour de vrai, comme je vous dis, la qualité de l'intérieur, c'est vraiment superbe. Je suis vraiment impressionné. Là. Même quand on roule, aucune sonnette. Là. Pour de vrai, je pense que là, c'est vraiment mon plus gros plus de ce redesign. Quand même, on va le dire, l'équipe de Tesla, ils se sont forcés. Puis l'équipe où on assemble le véhicule ont porté attention. Là. Donc ça, c'est très bien. Là, on va jouer un nouveau jeu. On va aller regarder l'espacement des panneaux de carrosserie ensemble. Puis on va regarder si c'est assez constant. C'est bien, regardez là. On a une certaine constance ici. On va suivre la porte, l'autre porte. OK, garniture. C'est bien ici. OK, bien. Évidemment, c'est pas super scientifique, mais juste vous montrer. L'endroit, je pense, qui est le plus critique là, dans leur assemblage, là, à cause de la forme du coffre, est vraiment complexe. C'est ici. Là. Ensuite, de l'autre côté, voilà. Même ici. Non, en fait, j'ai même pas regardé depuis que j'ai véhicule. Regardez là, une petite affaire de rien ici. Petite chose, mais voyez-vous, ah non, en fait, c'est juste le changement de type de caoutchouc ici. Donc, mais sinon, les plastiques, c'est pareil. On descend. Comme je vous dis, là, visuellement, l'assemblage est réellement meilleur qu'avant. Donc, voyez-vous, c'est une des choses qui m'empêchait d'acheter une Tesla. Mais là, lorsque je l'ai essayé puis je l'ai vu, j'ai dit, je suis à l'aise d'avoir un véhicule de cette qualité-là. Là, pour moi, là, c'est comme mon minimum. Puis là, vous voyez ici, à la livraison, Tesla Kirkland, oui, je l'ai ramassé à Kirkland, avait déjà mis les garde-boue, puis ils les ont même pas mis dans la facture du véhicule. Lorsque j'ai posé question, on m'a dit non, à cette heure, on se pose plus de questions, on met là, les nouveaux garde-boue flexibles, beaucoup plus larges là, sur les véhicules. Ça devrait là, éviter de la projection là, sur la carrosserie du véhicule. Donc, on verra bien l'effet. Puis on a les nouvelles roues, comme je vous disais, là, redesignées. Puis après ça, on va aller voir l'ajustement du capot à l'avant. Regardez. Ça semble assez constant. Donc, évidemment, je n'essaie pas de vous raconter d'histoire, je veux juste vous montrer cette unité-là avec ce numéro de série-là. Elle est constante, elle est bien assemblée. Parlons de recharge rapide ici. Port de recharge, évidemment, port de recharge NACS, c'est évident. Puis je vous ai quand même montré mon adaptateur CCS aussi. Courbe de recharge ici, une courbe de recharge assez prédictive. Donc, supposons qu'on est à 0%. On branche, on va aller chercher là, entre 400 et 600 ampères sur un superchargeur 3e version. On va monter à 170 kW. On va avoir un petit plateau d'à peu près 10%. Puis après ça, on va de façon linéaire là, tendre vers 0 kW. Mais dites-vous, là, un 10%, 80% dans ce véhicule-là, j'en ai fait plusieurs, puis c'est de façon constante, 25 minutes, 30 secondes. 10%, 80%, 25 minutes, 30 secondes. Ça se passe très bien. Puis souvent, même, on peut se brancher à 60% de cette charge, puis momentanément, le véhicule va aller chercher la puissance maximale de 170, puis va tout de suite descendre. Donc, c'est une courbe de recharge qu'on peut projeter au travers du statut de charge. Donc, c'est pas la plus performante. Hyundai est largement supérieur ici, mais c'est très compétitif là, comme courbe de recharge rapide. Bon, on va faire quelque chose de plus ésotérique maintenant. On va appeler le véhicule à nous parce que le véhicule a la mise à jour. Donc, dans le fond, dans l'application Tesla, on va cliquer sur Summon, le mot anglais. Il va nous montrer une carte satellite de l'endroit. Là, je suis au parc Angrignon à La Salle. Je vais mettre une cible au véhicule, soit de venir me rejoindre là, à ma position. Espérons que vous voyez bien, le véhicule vient de démarrer et là, je clique sur Come to Target. Et que va-t-il se passer? Le véhicule démarre, là, moi je vais maintenir le bouton, le véhicule recule. Vous comprendrez qu'il n'y a personne dans le véhicule. Puis là, les passants vont probablement être très estomaqués de voir ceci. Donc le véhicule va probablement, là, si on regarde, là, faire le tour du stationnement. Et la voici. Est-ce que ceci est tape à l'œil? Est-ce que ceci est utile? Probablement. Le a mis les clignotants. Et on me dit « Cannot use on public roads ».
parce que cette partie-là est une route publique. Fascinant. On va se réessayer. Je l'ai déplacé, je l'ai laissé là-bas. On va s'éloigner pas mal. C'est juste une démonstration là, pour vous montrer le fonctionnement. Vous voyez, la voiture est cachée là, derrière juste l'arbre qui commence à jaunir un peu. Donc, on va appeler le véhicule. Il devrait s'en venir directement vers nous. Comme vous voyez ici, Go to Target. J'ai vu les feux de la voiture s'allumer et je crois qu'elle s'en vient. Doucement. Voyez-vous, là, comme je vous dis, c'est une fonction tape à l'œil. J'ai pas vraiment l'impression que les gens vont utiliser ça dans la vraie vie, à moins que ça soit tout à fait automatique et que le véhicule pourrait, par lui-même, de façon autonome, rouler dans la rue. Mais regardez, le véhicule s'en vient par lui-même. Là, je vais me mettre de l'autre côté pour rentrer à l'intérieur. Et là, voilà. Bon, je pense qu'on va aller faire un tour de FSD. OK, fait que là, moi, je vous vois dans le miroir. On va aller faire de la FSD un peu. Puis là où c'est le plus impressionnant, la conduite là, entièrement autonome, c'est dans les quartiers résidentiels parce qu'il y a beaucoup d'interactions piétons, véhicules. Puis aussi, les vitesses sont plus lentes aussi. Fait que dans le fond, ça vous permet de voir ce qui se passe. Donc, on va prioriser ça parce que sur l'autoroute, c'est suivi de voie avancée, le véhicule suit les lignes, change de direction, change d'autoroute ou sort de l'autoroute. Tu sais, c'est plein de constructeurs le font. Puis sur l'autoroute, je trouve que la FSD est moins performante que certains systèmes. Mais en dehors de l'autoroute, il n'y a personne qui accote la FSD selon moi. Donc là, ce qu'on va faire, on est à la salle, vous voyez. OK, on a un petit itinéraire de 7 minutes, 3,1 km. On va regarder ça aller. Donc le véhicule est prêt pour démarrer la FSD. J'appuie sur le frein, ça met le véhicule en marche avant. Et ensuite, j'appuie sur le régulateur de vitesse. Puis là, c'est là que ça devient un peu bizarre. Le véhicule est prêt de démarrer. Il attend seulement que je lui dise de partir. Je vais juste donner un petit coup ici sur l'accélérateur et on est parti. Juste pour vous donner la version là, du logiciel du véhicule, 12.5.4 pour la conduite entièrement autonome supervisée. Donc, nous sommes démarrés, on s'engage sur le boulevard de la Vérandrie. Et voilà, la voiture, elle roule comme si de rien n'était. Et c'est là que c'est réellement impressionnant. Vous avez vu, on est sorti d'un stationnement, d'un parc. Puis on s'est engagé sur la route, les clignotants se sont faits, les priorités se sont faites. C'est vraiment impressionnant. Si on voudrait là, faire une manœuvre accélérée, bien, on peut appuyer sur l'accélérateur. Voyez-vous, j'appuie à fond sur l'accélérateur, puis le véhicule va revenir là, à sa vitesse. Puis des fois, s'il y a de l'hésitation, on peut, comme humain, décider de dire « Arrête de niaiser, là, on appuie ». Je m'attends à ce qu'on change de voie bientôt. Mais là, ça va dépendre là, du feu de circulation. Le véhicule met son clignotant au franchissement du dernier feu de circulation. On vient de changer de voie et on va s'engager sur la rue Lapierre. Clignotant, vous voyez aussi, on a toujours, lorsqu'on met le clignotant, là, une représentation là, de notre angle mort, là, puisqu'on a des caméras là, qui sont spécialement destinées pour ça. Et on s'engage sur la rue Lapierre. On va suivre un modèle Y là, que vous ne voyez peut-être pas. Puis on va passer devant le cégep André-Laurando. Donc ici, c'est une limite de 50. Le véhicule va changer la limite de vitesse et continuer d'accélérer. Puis on va avoir une série d'arrêts complets à faire avec le véhicule. Encore une fois, tout ce que j'ai fait à l'instant, tout ce que j'ai fait depuis le début, c'est que je vous ai montré qu'est-ce qui arrive lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, mais je n'ai pas intervenu. Je peux aussi vous dire que si un piéton plus près du véhicule s'engagerait sur la route, le véhicule s'arrêterait complètement et aussi le véhicule, de par son apprentissage d'intelligence artificielle avec toutes les données venant des autres véhicules Tesla, un signe de main, le véhicule est capable là, de comprendre là, qu'un piéton voudrait s'engager sur la voie. Donc ça, c'est bienvenu là, comme amélioration ici. Mais voyez-vous, c'est assez, pas ennuyant, mais c'est assez normal, c'est assez naturel la conduite ici. On pourrait dire, est-ce que tu es dans une zone bien répertoriée par Tesla? Je l'ignore. Écoutez, je pense que la zone bien répertoriée par Tesla, c'est la Californie, hein, de par là où il y a la plus grande concentration de véhicules. Mais regardez, pour l'île de Montréal, oui, au Québec, il y a énormément de véhicules Tesla, mais ce n'est pas l'endroit avec la performance de la conduite entièrement autonome la plus élevée. Donc, c'est quand même bien là, de voir ça. Donc, on a fait notre arrêt. La personne m'a klaxonné. Donc là, je comprends que cette personne-là avait priorité, puis le véhicule a mal jugé des priorités. Puis effectivement, je crois que cette personne-là avait raison. Donc, c'est peut-être
évidemment, j'essaie de comprendre, moi, d'un point de vue logiciel, comment que le véhicule pourrait évaluer ça là, avec de l'apprentissage machine comme ça. Mais oui, il y arrive encore des situations comme ça. Mais là, je pense que j'ai priorité. Là, c'est correct. Voyez-vous, virage à gauche, ça s'est fait parfaitement selon la priorité. Donc là, on s'engage ici. Là, on est dans des typiques rues de l'île de Montréal, plus précisément à La Salle. On va tourner sur la rue Thierry bientôt. On va faire notre arrêt, puis après ça, on va s'engager là, sur la rue Thierry. Comme ça, arrêt complet, c'est bien. Et on tourne. Et on continue. Ma critique souvent de la FSD pour l'utiliser relativement souvent, peut-être 80% de mon kilométrage en ville, je vous dirais que lorsqu'on s'engage dans un virage, la voiture a tendance à accélérer rapidement à la limite de vitesse. Je ne veux pas nécessairement la dépasser, mais je trouve que pour les passagers qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, ça peut être un peu inconfortable. Puis ça, c'est vraiment ma grosse critique. Je trouve qu'on manque beaucoup de douceur au point de vue là, de négocier les accélérations, tout ça. Mais en ligne droite, c'est convaincant. J'ai comme l'impression que le véhicule fait 2 jours dans la main. Il tourne puis il veut accélérer. En réalité, donne-toi un élan, tourne, ensuite accélère lorsque tu es de retour en ligne droite. Mais encore une fois, un autre arrêt complet. Parfait, excellent. On continue. On approche bientôt de notre destination. Il va nous rester qu'à virer à gauche là, au prochain arrêt. Celui-là va être facile. Évidemment, il n'y a pas de véhicule là, à l'arrêt. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'engager comme ça. Et nous sommes théoriquement arrivés à destination. C'était le tout petit parc, là, juste à notre gauche, la destination. Le véhicule ne se stationnera pas, il va juste continuer de rouler. Fait qu'en réalité, c'est là qu'on doit reprendre le contrôle. Donc là, j'arrête la conduite entièrement autonome. Un parcours presque sans faute. On s'est juste fait klaxonner là, par quelqu'un qu'on a pris sa priorité à l'arrêt. Puis effectivement, c'était vrai. On vient de se rasseoir dans le véhicule. J'ai changé l'angle de la caméra pour essayer de vous montrer plus. Puis on me dit tolérance automatique à la vitesse établie. Laissez la CEA superviser conduire. Oh, CEA, conduite entièrement autonome. FSD, CEA. Wow, OK. Pour une conduite plus naturelle, est-ce que ça va être plus naturel? Activons-la, une décharge évidemment, bien sûr. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est stationné en parallèle. On n'ira pas super loin, on va juste voir qu'est-ce qui se passe. On va aller ici. C'est des adresses aléatoires, là, juste voir. Ah ouais, regardez, là, on va avoir là, un bon petit parcours, puis je veux passer par la rue résidentielle ici. OK? Donc, j'appuie sur le frein pour remettre le véhicule en marche, et là, je mets la FSD en fonction. Qu'est-ce qu'elle va faire? Rien. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Voyez-vous, le véhicule va attendre. Donc, le véhicule ne va pas quitter. Très rarement, le véhicule va quitter un espace de stationnement. Je pense que c'est en fonction de l'espace du véhicule à l'avant. Ici, on se recule, puis on met sur la marche avant. Puis on active la FSD. Est-ce qu'elle fait quelque chose? Et voilà, on est parti. C'est juste ça, c'est une question de distance avec le véhicule devant vous. Mais là, on est en tolérance de la vitesse automatisée. Voyez-vous, on est déjà au-delà de la limite de vitesse. Basé sur ce que les autres conducteurs roulent, évidemment. Avez-vous vu? Dos down, ralentissement, 20 km/h, on a franchi le dos down. Prochain dos down, regardons. Ralentissement, franchissement du dos down. Ma théorie sur comment que le véhicule sait qu'il y a un dos down ici, c'est seulement de la collecte de données. Parce que je ne crois pas que le système de caméra les voit, à moins qu'il soit très très bien peinturé. Je suppose que c'est une confirmation entre les données infonuagiques que les véhicules renvoient à Tesla et aussi la vision, parce que n'oubliez pas que c'est entièrement de la vision ici. C'est 8 caméras qui conduisent. Il n'y a aucun capteur de proximité et dash-ou, aucun. Allez-y madame, parfait, bravo voiture, c'est très bien, c'est ça qu'il fallait faire. Aucun capteur de proximité et aucun radar, c'est seulement de la vision. Regardez, interaction piéton. On m'a averti qu'il y avait un piéton, je l'avais vu. Mais le système ne s'est pas désactivé, il a seulement ralenti. Et on continue là, dans les rues de La Salle. On va avoir un autre dos down ici. Est-ce qu'on va ralentir à ce dos down-là? On ne semble pas ralentir, comme je vous disais, voyez-vous. Et là, on est dans une zone scolaire à 40 km/h, je crois. Donc, comprenez pourquoi que je préfère utiliser la limite de vitesse. Voyez-vous, prochain dos down. Prochain dos down. Pas de dos down, on est passé dessus comme si de rien n'était.
Par contre, on est passé sur le dos down et c'était très confortable. Grosse amélioration d'un point de vue de calibration de la suspension dans les versions 2024 des Model 3. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer sur les dos down à la limite de vitesse, bien sûr que non. Mais je vous montre, sans filtre, qu'est-ce qui se passe. Donc ici, virage en intersection en T, mais on ne devrait pas avoir de problème. Le véhicule voit dans l'intersection. Et voilà, on s'engage. Le véhicule a vu le cycliste, ne va pas tout de suite le dépasser, mais va tenter de le dépasser. Ouais. A laissé de l'espace et a dépassé le cycliste et nous sommes là à notre destination. Le véhicule met un clignotant. Là, vois-tu, c'est quelque chose que je n'avais pas vu le véhicule faire. Le véhicule va se ranger sur le bord. Wow. OK, ça n'est pas truqué. Le véhicule est dans le stationnement. Oh. OK. Ben là, véhicule, je sais pas où on s'en va. Est-ce que tu veux te stationner toi-même? Toi, on arrête la navigation. Regardons où le véhicule va nous mener, parce que là, ça, c'est un peu particulier, là. On dirait que il y a quelqu'un d'autre qui conduit à ma... OK. OK, j'aimerais me stationner, je crois. On va juste... je pense que je vais l'arrêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste s'arrêter ici. Et là, je l'ai arrêté, le véhicule va s'immobiliser. J'ai aucune idée pourquoi il est venu ici. Et là, ce que je vais vous montrer aussi, c'est le stationnement automatique. Donc, des espaces de stationnement, lorsque le véhicule est immobilisé, apparaissent dans l'interface du véhicule. Puis là, le véhicule, ben, il va aller par vision se stationner, là, que ce soit en parallèle ou perpendiculaire, là, comme vous pouvez le voir là, dans la vidéo. Évidemment, là, je vais me tasser immédiatement. C'est le stationnement d'un résident. Et voilà. Changement d'espace temporel. Dans le fond, je suis en train d'éditer la vidéo que vous êtes en train d'écouter. Puis le segment dans lequel je conduis le véhicule, puis je vous parle de la dynamique, du comportement routier, puis aussi de pourquoi on s'est procuré ce véhicule-là. Ben, le son ne fonctionnait plus, le micro est tombé en panne. Fait qu'on est 4 jours plus tard. Je me dépêche avant que le soleil se couche de faire le segment avec vous. Écoutez, c'est tout vrai ce qui se passe ici. Donc, le Model 3 2024, la chose la plus importante là, pour le commun des mortels, d'un point de vue dynamique, qu'est-ce qui a changé? Batterie, moteur, c'est la même chose que la génération précédente, l'année modèle 2021, 2022, 2023. Par contre, la suspension a été complètement repensée d'un point de vue là, de sa calibration. Donc, beaucoup plus souple, beaucoup plus performante là, quand la route est ondulée, là, puis ondule rapidement, donc situation québécoise typique. Puis le résultat à la fin, je n'irai pas dans les détails pendant 2 heures, là, la suspension travaille beaucoup mieux au Québec. Fait que dans le fond, oui, ici, les routes sont endommagées. Je suis dans un véhicule qui a des pneus à quand même bas profil en 18 pouces, puis c'est sublime. Hein, même passer sur un dos down trop vite, ce que vous avez vu dans le clip précédent, c'est quand même pas pire. La suspension, elle absorbe très bien les coups. Dans l'amortisseur à l'avant et à l'arrière, là, tout dépendamment de la course et de l'impact que vous avez, ben, va répondre différemment. Mais ce n'est pas nécessairement adaptatif, c'est justement c'est des valves différentes à l'intérieur de l'amortisseur, puis c'est 100% mécanique, mais ça répond mieux là, à différentes fréquences de la route. Donc, puis ça parle ici, on le voit tout de suite, c'est souple, c'est confortable. En plus que l'habitacle est super silencieux comparé à la génération d'avant. C'est comme si on était dans une toute autre plateforme de véhicule, mais c'est le même véhicule. Fait qu'en réalité, on travaille sur l'insonorisation et on travaille sur la suspension. D'un point de vue dynamique, sportif, l'agrément de conduite, je pense qu'on a perdu ici. Pourquoi? Majeure partie, les pneus. On est sur des pneus moins agressifs avec une cote de vitesse plus faible qu'avant. Puis clairement, c'est des pneus qui sont faits pour sauver de l'énergie. C'est correct parce que, je vous ai parlé de l'efficacité de ce véhicule-là, l'efficacité est largement supérieure, au-delà de 11 à 12 % supérieure à la génération précédente. Puis c'est réel. Puis dans le fond, moi, ça me satisfait. Mais oui, on a perdu, là, je vous dirais que dans la direction, c'est beaucoup plus flou qu'avant. Le pneu, là, le flanc du pneu est beaucoup plus mou que, mettons, les pneus là, un peu plus agressifs que les anciens modèles avaient. On a perdu, mais à la fin des pneus, ça se remplace. Si vous mettez un pneu plus agressif, bien, vous allez avoir un impact sur votre efficacité, votre autonomie, mais vous allez regagner parce que la colonne de direction, là, puis la crémaillère, ça n'a pas vraiment changé. Pour le point de vue dynamique, quand on parle de puissance, la version de base de la Model 3, c'est un véhicule qui a à peu près 265-270 chevaux, puis le moteur est seulement à l'arrière. C'est amplement suffisant pour tous vos besoins, même aller dans Charlevoix, monter les côtes 738, là,
Je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est sûr, il n'y a aucun problème. Je veux dire, les véhicules électriques, là, quand on parle de puissance, là, c'est pour... Il n'y en a pas de problème de puissance. Des véhicules électriques avec genre 32 chevaux, il n'y en a pas. Là. T'sais, ici, là, ça va bien, vous êtes capable de dépasser sur l'autoroute, vous êtes capable de faire des changements de vitesse, de vélocité rapide en ville si vous avez besoin de faire des dépassements. C'est impeccable. Mais là, la question qui tue, pourquoi, Alexandre, tu t'es procuré une Model 3, les méchantes Tesla? Bien, il y a deux raisons super simples. La première raison était que c'est des véhicules qu'on ne peut pas essayer. Hein, dans le cadre de notre travail à Plus de Millage, on ne peut pas appeler Tesla et dire telle semaine, je voudrais louer un Model 3, s'il vous plaît, une semaine, je vais vous faire une vidéo. Non, Tesla, ils font pas ça. Ils ne fonctionnent pas comme ça, comme les constructeurs traditionnels. Donc, la première affaire, ça reste en volume les véhicules électriques les plus vendus en Amérique du Nord. C'est un choix encore populaire pour les gens, puis tu peux pas les essayer, vraiment. Donc là, comment on les essaie? On emprunte les véhicules des autres, mais là, organiser ça avec les gens, c'est leur véhicule, là. Les gens ne veulent pas prêter leur véhicule les particuliers. Ensuite, moi, j'ai besoin d'un véhicule compact. Je voulais avoir un véhicule électrique parce que je voulais avoir un véhicule électrique. Donc là, la Model 3 tombait parfaitement dans ces critères-là. Donc, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on s'est ramassé avec une Model 3. Un besoin de vouloir l'essayer, puis de façon transparente aussi voir la dégradation naturelle du véhicule, hein, de démystifier toute cette histoire-là de qualité initiale, de qualité de peinture, d'anti-rouille, de protection, toutes ces affaires-là. Puis, ce que je suis content aussi avec la Model 3, justement, c'est qu'après avoir fait 4600 km maintenant, bien, l'efficacité est excellente, le coût d'opération projeté dans le futur va être ultra faible, en dehors de peut-être des bris là, qu'on ne peut pas prédire, là, mais si la fiabilité est ce que Consumer Report rapporte depuis quelques années, que c'est relativement fiable, puis là, je ne vais pas dire que c'est une fiabilité légendaire style Toyota, mais c'est des véhicules qui requièrent peu d'entretien, puis les bris maintenant sont assez limités. Ça, là, savez-vous c'est pourquoi? Parce que c'est un véhicule simple. C'est pas parce que Tesla est meilleur que les autres. On s'entend, là, on est assis dans une machine à laver en ce moment, ou dans un lave-vaisselle. Il y a un moteur électrique, il y a une batterie, puis après ça, il y a un compresseur de 17 kW à l'avant qui fait office de thermopompe. Ça, c'est les trois composants au voltage. Puis après ça, il y a toute la circuiterie, l'électronique de contrôle. Puis après ça, c'est des choses conventionnelles. Une suspension de véhicule conventionnel, une carrosserie de véhicule conventionnel, un intérieur de véhicule conventionnel, un écran, il n'y a plus de clignotant, il n'y a plus rien. Il y a pas grand... En termes de nombre de composants uniques, il n'y a pas grand-chose comparé à d'autres véhicules. Donc, moi, je pense que la fiabilité aussi vient de là, vient de la simplicité du design, un peu comme Toyota aussi. Leurs véhicules sont relativement simples. Donc, on verra là, avec le temps, là, dans le fond, l'expérience client. On va tout documenter ça avec vous s'il arrive quelque chose. S'il arrive rien, on va juste vous dire qu'il n'y a rien arrivé. Puis s'il arrive de quoi, perte totale, ne fonctionne plus, la batterie a explosé, ben oui, OK, on va vous le dire. Il n'y a pas de gêne à ce que ça ne change rien dans ma vie si le véhicule est... Ça ne change rien à la chaîne si le véhicule n'est pas bon. Là, à la fin, il faut faire l'expérience, puis c'est ça qu'on va faire ensemble là, sur le long terme, parce qu'évidemment, pour rentabiliser une dépense comme ça, ben, il faut quand même là, avoir possédé le véhicule longtemps et l'utiliser pour de vrai. Pour ce qui est de l'aspect monétaire, ce véhicule-là, son prix lorsqu'il a été commandé était de 49 990. Là, après ça, je vais vous laisser faire les petites mathématiques faciles là, de secondaire 5, de calculer les taxes, après ça, enlever 12 000 de la subvention, parce qu'on a obtenu la pleine subvention, le véhicule a été acheté au Québec. Puis ça vous donnera une idée de combien on a payé. À la fin, ça, je laisse ça à vous, mais on a payé le prix pour une Model 3 là, moins cher depuis très, très, très longtemps. Là. Lorsque je l'ai commandé, là, troisième semaine de juin, là, la Colombie-Britannique venait de changer ses subventions. Tesla avait baissé le prix d'un autre 1 000, 2 000 $. On était en bas de les 50 000 $. Puis j'ai fait « OK, c'est le temps là. » Clac. Puis c'est là qu'on a commandé. Puis on l'a reçu le 30 juin. Donc ça, c'est ça. Puis à date, je suis super satisfait. Puis aussi, en terminant là, ce segment, je voulais vous parler d'une autre chose. Moi, j'étais un peu bizarre, là, j'aime ça tout savoir. J'ai fait des recherches sur la quantité de CO2 puis d'énergie nécessaire pour la fabrication de cellules de batterie un peu partout dans le monde. Puis je suis tombé sur une carte super intéressante qui était relativement à jour. Puis moi, sachant que la batterie de ce véhicule-là et le véhicule ont été assemblés dans la région de Shanghai, en Chine, bien là, je savais combien, approximativement, évidemment, selon cette étude-là, qui est récente, combien de CO2 a été relâché pour la fabrication du pack batterie de 60 kWh qui est en dessous du véhicule. 7,2 tonnes. Donc là, moi, je dois, puis c'est mon but, je dois au moins au minimum offset
7,2 tonnes de CO2 relâchées dans l'atmosphère pour, dans ma tête, que ce véhicule-là fasse du sens. Par chance, en étant au Québec, là où l'énergie est produite à 99,9% de sources renouvelables, donc là, l'électricité mise dans le véhicule, impact CO2, relâché dans l'atmosphère, zéro. On va l'assumer à zéro. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est de offset en ne produisant pas de CO2 lorsque je conduis le véhicule, le 7,2 tonnes de CO2, le 7200 kg. Le véhicule que l'on a remplacé, c'est une Jetta 2011 avec le moteur 2,5 litres. Donc, il faudrait parcourir 23 000 km avec le véhicule dans lequel je suis assis pour justement compenser 7200 tonnes par rapport au véhicule que j'avais avant. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Si j'avais juste continué, j'aurais relâché 7,2 tonnes en 23 000 km. Et voilà. Fait intéressant, si la batterie de ce véhicule-là avait été manufacturée en Amérique du Nord, par exemple au Nevada, où Tesla fabrique les cellules de batterie pour les versions longue autonomie, on parlerait de 4 points quelque chose tonnes, donc autour de 11 000 km. Puis dans un univers parallèle où on produirait des cellules de batterie au Québec, on parlerait d'à peu près 4 000 km, peut-être même moins que ça, parce que là, la quantité de CO2 relâchée pour la fabrication de ces batteries-là serait très faible de par la source d'énergie. Mais ça, c'est dans un univers parallèle. Puis j'embarquerai pas dans les politiques de cette histoire-là. Donc, c'est la petite histoire de la Model 3 avec vous. Écoutez, je suis super content. Mais à la fin, je veux rester transparent dans cette expérience-là parce que c'est important pour nous à Plus de Millage qu'on veut servir tout le monde dans la sphère électrique. J'ai aucune intention que cette chaîne-là devienne une chaîne Tesla. Mais ça ne m'empêche pas d'en avoir une. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est mon choix. Puis c'est votre choix, après ça, de choisir le véhicule que vous voulez avec la technologie de propulsion que vous voulez. On ne va pas en imposer aucune, mais on va vous renseigner sur toutes ces technologies de propulsion-là qui sont tous différentes. À la fin, moi, je n'embarque pas dans le carcan que changer de véhicule pour un véhicule qui ne génère plus de CO2 lorsqu'il est conduit, c'est avec ça que tu baisses ton empreinte écologique. Moi, je pense que ça, c'est tout à fait faux. En réalité, diminuer ton empreinte écologique, il faut que tu arrêtes de consommer. Fait que si tu avais déjà un véhicule, continue de le rouler, puis roule-le moins. Essentiellement. C'est pas en changeant de véhicule et en dépensant 50 000 que tu vas sauver la planète. Là. Ça, c'est un caprice. On s'entend, c'est du luxe. Mais écoutez, j'ai remplacé un véhicule qui avait 14 ans. Le véhicule a été vendu. Une autre personne est super heureuse de l'avoir. Donc, le véhicule a une deuxième vie, même une troisième vie. Puis ce véhicule-là va être roulé par moi pour un nombre d'années assez significatif jusqu'à ce que le véhicule soit dans un état où j'en voudrais plus, mais il va être encore roulable, va être vendu à quelqu'un d'autre. Puis il va continuer sa vie jusqu'à ce que le véhicule soit plus sécuritaire et la batterie soit recyclée ou utilisée pour du stockage d'énergie plus long terme. Les batteries LFP se prêtent très, très bien à ça, même lorsqu'elles dépassent leur cycle de à peu près 3000 cycles de durée de vie de batterie. Et voici ce qui met fin à la présentation de la Model 3 2024 dans sa version propulsion. Ce véhicule-là va faire partie de la famille de Plus de Millage pour un certain temps. Puis aussi, on va vous revenir si on a des pépins aussi et si on a de la dégradation naturelle qui se passe avec le véhicule. Je vous rappelle qu'on n'a aucune protection sur le véhicule ni aucune anti-rouille. On va juste le regarder au Québec dépérir par lui-même, puis on verra qu'est-ce que Tesla a fait pour améliorer la qualité de ce véhicule-là. Aussi, dans le fond, mettons mes top 3 positifs, efficacité réelle, enfin, on dit ce qu'on fait, le 438 km puis les cotes d'efficacité sont réelles ici dans des conditions optimales. L'intérieur, plus grande qualité, confort et sonorisation, c'est le bienvenu. Et aussi, là, en ce moment, c'est pas mal la moins chère, là, en plus avec son efficacité, ses coûts d'utilisation. Donc ça, c'est intéressant. Restera à voir la fiabilité à long terme que, selon Consumer Reports, c'est dans les véhicules avec les coûts de réparation les plus faibles. Est-ce que c'est réellement vrai? Je ne sais pas, mais Consumer Reports sont pro-Tesla, anti-Tesla en même temps. C'est vraiment spécial, ces données-là. Va falloir qu'on vous en parle s'il arrive quelque chose. Point négatif, réellement, le levier de vitesse, j'aurais aimé l'avoir encore sur la colonne de direction. Là, ça, c'est un gros moins clignotant. Moins que ça me dérange moins. La conduite semi-autonome, c'est extrêmement onéreux. Une chance que Plus de Millage, puis vous êtes là pour pouvoir, d'une certaine façon, payer pour ces services-là infonuagiques.
Puis aussi, là, mon dernier point faible que j'ai, c'est qu'on a perdu un peu de précision puis de dynamisme là, dans les versions de base parce que Tesla a changé là, la vocation des pneus, mais en réalité, ça compense pour l'efficacité. Donc, vous allez probablement avoir plusieurs commentaires. On va essayer de répondre à vos questions. Je commence à être pas mal habile avec le véhicule. Il y a plein de tests techniques qui s'en viennent qu'on va faire. Là, puis, évidemment, le défi 500 km, il va falloir le faire avec le véhicule. Là, ça va nous mettre un nouveau jalon. Là. Puis maintenant qu'on est au Québec seulement, on va avoir un seul trajet. Donc, ça, c'est super bien. Donc, laissez-moi savoir. Ça m'a fait plaisir de vous la présenter. Puis, on se revoit là, dans un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.